Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Chloé, que j'ai le plaisir de retrouver. On va parler de son retour en France après une expatriation de 13 ans au Mexique. Il y a plein de sujets qu'on va aborder autour de ton témoignage puisque tu es rentrée avec ton conjoint qui est mexicain et avec tes enfants qui sont nés au Mexique. Je vais te laisser la parole pour te présenter. Et donc la première question, c'est comment ton entourage pourrait te décrire pour que nous, la communauté, on puisse en savoir plus sur toi. Bonjour Magali, déjà merci beaucoup de l'invitation et de participer dans ton podcast. Je suis trop contente de pouvoir partager cette expérience qu'avec toi puis avec toute la communauté. Puis pour me présenter rapidement, je suis Chloé, j'ai 35 ans. Qu'on pourrait dire de moi, je pense c'est que je suis une personne très déterminée. Si je veux quelque chose, je pense que tu l'as peut-être vu aussi. Si je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir, pour l'obtenir. Je suis aussi assez optimiste. En général, j'essaie de voir les choses de la manière la plus positive possible et essayer, je pense que le Mexique m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour ça, d'essayer de voir toujours le côté positif et d'éviter les problèmes. Je suis une personne qui aime aussi prendre soin des autres, être toujours à l'écoute et essayer d'aider et d'être présente pour les autres. Voilà, en quelques mots. Merci pour cette introduction. Donc avant de parler du retour en France, on va rembobiner et on aimerait savoir ce qui t'a poussé à partir au Mexique. Ça a été quoi le déclencheur il y a quelques années pour décider de partir? Alors en fait, je suis partie dans le cadre de mes études. Je pense comme beaucoup Français qui sont restés à l'étranger. J'étais partie pour faire un échange universitaire, donc au départ pour 6 mois seulement à Guadalajara. Donc j'avais déjà choisi une université au Mexique parce que je voulais un pays où j'allais pouvoir parler espagnol. C'était une langue que j'aimais déjà beaucoup. J'avais envie de pouvoir explorer, de rencontrer plus de personnes pour pouvoir vraiment parler espagnol. Je me disais l'Espagne c'est un petit peu trop proche, donc on va essayer d'aller plus loin. Et en fait, en Amérique latine, il y avait vraiment que le Mexique qui m'attirait. Donc, dans tous les vœux des universités qu'il fallait faire pour pouvoir partir après en échange, j'avais mis les universités au Mexique. En fait, j'avais vraiment tout mis là-bas. Donc, j'ai eu mon premier choix et je suis partie à Guadalajara 6 mois, donc le 1er janvier 2010. C'était une date qui est facile à retenir. J'étais partie donc pour faire mon petit semestre. Je suis arrivée là-bas en coloc avec d'autres Français de mon école. Puis après, là-bas, j'ai commencé à rencontrer des Mexicains. Ça, c'est comment je suis arrivée au Mexique. Mais après, c'est passé beaucoup de choses. Donc tu as fait ton échange, ton semestre au Mexique et qu'est-ce qui t'a poussé à rester? Et après, pendant un spring break, donc le truc un peu à l'américaine, pendant un spring break, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup plu, un Mexicain. J'ai essayé après de rester un petit peu plus longtemps au Mexique. Donc après mon semestre, je me suis dit, je vais faire summer camp dans une petite communauté dans le sud du Mexique pour essayer de rester un petit peu plus longtemps. Donc j'ai étendu. Après, j'avais c'est l'année de césure, pardon, à faire. Donc il fallait que je trouve un stage. J'en avais trouvé un à Londres. Et puis, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de rester au Mexique, donc j'ai annulé le stage à Londres. Je suis rentrée en France 2 semaines, puis j'ai dit à mes parents, vous savez quoi, en fait, je vais retourner au Mexique parce qu'il y a quelqu'un là-bas et si j'y retourne pas, je vais le regretter, je vais me demander toute ma vie ce qui se serait passé si j'y retourne pas, donc il faut que j'y retourne. Donc, j'ai recherché un stage au Mexique que j'ai trouvé. Je suis revenue, donc je suis rentrée en France pendant l'été 3 semaines. Et puis après, au mois de septembre 2010, je suis revenue à Mexico. Directement, j'ai commencé à habiter avec celui qui est maintenant mon mari. Et voilà, donc j'ai bien fait d'y retourner puisque finalement, voilà, j'avais senti qu'il y avait quelque chose à vivre. Je regrette pas du tout. Donc c'est ça en fait qui m'a vraiment fait rester. Et je suis jamais rentrée en France après. En fait, voilà, j'avais fait juste ce petit break d'été en me disant allez, je recherche un stage, on va voir ce qui se passe. Et finalement, je suis rentrée, on a commencé à habiter ensemble et puis on est toujours ensemble. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant 13 ans pour toi, Chloé, en tant que femme qui se construit
construit au Mexique? Au début, en fait, je me rends même pas compte que je suis en train de m'installer au Mexique. En fait, je suis là-bas, je suis jeune, encore un peu étudiante, avec vivre mon nouvel amour. Donc, je me rends pas compte en fait que je suis en train de m'installer petit à petit et que je commence à faire ma vie là-bas. Donc, bah, je finis mes études, puis je trouve mon premier job, et puis après, j'arrive à trouver un VIE, et puis après, je suis vraiment embauchée. Donc, je commence vraiment, voilà, à faire ma vie professionnelle. Après, il y a la demande en mariage qui arrive. Donc là, ça commence à se concrétiser un petit peu. Et c'est là où je sens qu'il y a un petit peu, quand on s'est marié, justement, je pense que là, c'est là où j'ai senti que j'ai un petit peu fait limite un deuil, en fait, de retour en France, où je me suis dit, bon, bah là, c'est vraiment la décision. On va commencer à vivre au Mexique. Il faut que, voilà, enfin, c'est ma vie, elle va être ici maintenant. Ma famille, elle va être ici. Je garde forcément la relation avec toute ma famille en France, mais voilà, je commençais vraiment à me mentaliser le fait que, bah, voilà, je vais faire ma vie au Mexique et puis la France, c'est fini, quoi. Donc, j'étais vraiment partie voilà, dans cette direction-là. Puis, voilà, donc je travaille. Au niveau professionnel, franchement, ça se passe très bien parce qu'en tant que Français au Mexique, je trouve qu'on est quand même assez bien vu. C'est moche à dire, mais voilà, les étrangers au Mexique, quand tu viens, tu t'as fait des études supérieures, ils te voient quand même un peu, enfin, ils te mettent un peu sur un piédestal. Donc, j'ai quand même eu une croissance professionnelle assez rapide. Donc, avec des super postes, j'ai pu changer plusieurs fois d'entreprise, travailler dans des startups. Donc, là-bas, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et puis après, j'ai commencé aussi à fonder ma famille. J'ai eu la possibilité. Donc, ça, c'est assez différent au Mexique, tout ce qui est congé maternité, tout ça, parce que c'est une autre ambiance. Mais voilà, donc j'ai eu mes deux petits garçons qui sont nés là-bas. Et pareil, quand mes enfants sont nés aussi, je me suis dit, ben voilà, ma famille maintenant elle est ici. Enfin, c'est voilà, on est au Mexique, mes enfants sont franco-mexicains. C'était toujours très important pour moi de leur transmettre la culture française. Ça, c'était quelque chose que je voulais pas mettre une croix dessus. C'était pour moi, ils sont français. Je veux qu'ils puissent rentrer en France, parler avec leurs grands-parents, avec leurs oncles et tantes en français, qu'ils aient vraiment cette culture présente. Donc, à peine ils étaient dans mon ventre et je commençais déjà à leur parler en français. Je les avais mis en école franco-mexicaine. On rentrait souvent en France. Enfin voilà, toujours ce contact avec la culture française qui était très importante. Mais dans ma tête, c'était vraiment, bah voilà, on habite au Mexique et notre vie, elle est au Mexique. Et donc j'imagine que ta famille, elle te rend visite de temps en temps et toi, tu rentres une fois de temps en temps, mais jamais ce besoin et cette envie et cette idée de se dire à un moment donné, je rentrerai. Non, ouais, mes parents viennent une fois par an, nous on rentre une fois par an en général pendant les vacances, tout ça. Mais quand même, avec mon mari, tu vois, il y avait toujours ce petit truc où on se disait, on n'est pas sûr de rester au Mexique, faire notre vie. On cherchait toujours peut-être rentrer en Espagne. On avait essayé, j'avais passé des entretiens à Barcelone à un moment, mais c'était pas top. Après, on se disait, on va trop perdre en qualité de vie. Au niveau des salaires, c'était pas top. On avait regardé pour partir au Canada aussi, puisqu'on disait qu'ils cherchaient des Français. Donc on avait toujours un petit peu ça, mais ça se faisait jamais. Il y avait toujours un changement de notre côté qui faisait que voilà, on franchissait jamais le cap. Mais donc il y avait toujours un petit peu ce côté. On sait que le Mexique, enfin, on est bien, mais il y a quelque chose qui nous attire de bouger ailleurs peut-être. Donc voilà. Mais en France, la France par contre, c'était pas comme mon mari est mexicain, il parlait pas forcément français à la base. On n'avait jamais même songé. Enfin pour moi, c'était même pas une possibilité la France. Puis j'avais aussi un peu développé ce sentiment, je ne sais pas, en étant au Mexique, de pas contre les Français, je ne vais pas dire ça comme ça parce que j'adore la France, mais je me disais, bah, je me sens mieux au Mexique parce que les gens sont plus positifs. Je me disais, les Français, ils sont toujours négatifs, toujours en train de se plaindre. Et j'avais pas du tout envie de repartir dans une culture comme ça qui, pour moi, était beaucoup plus négative. C'est vrai que la France, vraiment, pour moi, c'était plus une option. Super intéressant. Et alors, quel est le déclencheur pour toi, pour vous, en couple, au sein de la famille, de se dire, bah, en fait, on y va, on rentre? Ben, en fait, ça ma plus grande surprise parce que, donc c'était, c'est l'été 2023. On est venu en vacances en France, donc on a passé 3 semaines en France, on est allé dans le Pays basque, on est allé chez mes parents en Auvergne. On a passé de super vacances, c'était chouette et puis, en même temps au Mexique, ce qui se passait, c'est que, bah, la situation, politique, économique, sociale, se dégrade. On n'entend pas trop parler en France et puis même quand j'en parle autour de moi, tout le monde dit, bah non, mais le Mexique, c'est trop bien quand même. Comment tu peux dire ça quand on va en vacances, sans en vacances? Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment vivre là-bas pour se rendre compte voilà, de tout ce qui se passe. Voilà, la situation politique, économique se dégradait un petit peu et sécuritaire aussi. Et en fait, mon mari commençait à ne plus trop se sentir en ligne avec la vision du pays, quoi. À se dire, bah, j'ai pas forcément envie que mes enfants grandissent dans un pays
où il y a tellement de corruption, où en plus, voilà, il faut dire qu'au Mexique, les classes sociales sont vraiment différentes. En France, on est une classe moyenne énorme. Au Mexique, tu as une classe basse qui est énorme, une classe haute qui est énorme, mais tu n'as presque pas de classe moyenne. Donc nous, on était directement dans la classe haute, si tu veux. Donc à partir du moment où tu es là, les enfants, ils grandissent dans une ambiance où tu as l'impression qu'ils sont un peu, tout leur est dû, tu sais, ils ont vraiment une autre mentalité, développent une autre mentalité. Et mon mari, en connaissant la culture française, me disait, mais en fait, j'aime beaucoup mieux la mentalité française de tu dois travailler pour tout, tu te débrouilles, voilà, rien ne t'est dû en fait, alors que Mexique c'est un petit peu une autre mentalité. Et après toute la partie en fait politique où en fait on entendait plein de choses et l'ex-président était limite en train de devenir un dictateur et là c'est encore le cas, ils sont en train de faire plein de choses en fait qui sont en train de mettre le pays vraiment dans de gros soucis où on voit pas trop comment ça va s'améliorer pour le futur. On se disait voilà, si un jour nos enfants nous demandent en étant franco-mexicain on avait la possibilité de vivre en France, pourquoi est-ce qu'on n'est jamais parti vivre en France? Il me dit, moi, je ne saurais pas quoi leur répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vivre en France, en fait? Quelle serait notre réponse si un jour nos enfants nous demandent ça? Je dis, c'est vrai. Donc, c'est vraiment mon mari, en fait, qui m'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas vivre en France? Parce qu'on a la possibilité de vivre dans un pays où, quand même, bon, tout de suite, on n'est pas vraiment stable politiquement non plus, on va dire. Mais malgré tout, c'est quand même plus stable. On peut avoir du mal à y croire, mais c'est quand même plus stable que le Mexique, hein, même sans Premier ministre. C'est vraiment mon mari qui a mis ce sujet sur le tapis en disant je pense que voilà, il faut qu'on pense à rentrer en France parce qu'on sera mieux pour nos enfants, ce sera beaucoup mieux, on vivra dans un environnement beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus stable politiquement, économiquement et où ils développeront une mentalité aussi beaucoup plus indépendante, où ils devront faire plus d'efforts et voilà, ils sont dans une société beaucoup plus sereine finalement. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a dit ça. Donc pour moi, c'était un peu la surprise parce qu'au final, j'avais jamais pensé rentrer en France. Comme je disais avant, c'était vraiment plus une option pour moi. J'avais un peu fait le deuil de la France. Mais quand il me dit ça, je me dis écoute, si toi tu veux, pour moi, voilà, pour moi, je me pose ma question, c'est mon pays, je serais capable de rentrer. Si c'est le meilleur pour notre famille, en fait, je me pose même pas de questions et on y va. Donc voilà, donc je disais aussi, je suis assez déterminée. Donc pour moi, c'est si toi tu me dis on y va, mais on y va et puis on repart pas en arrière. Donc moi, je commence à chercher du travail et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, donc on a pris un verre de vin, on a trinqué, puis on a dit c'est parti, on se lance dans une nouvelle aventure et puis voilà. Donc ça devait être au mois d'août 2023, je sais pas, début août. Et puis je pense que 2 semaines après, je t'ai contacté pour voir comment. Du coup, je savais pas du tout par où commencer. Donc c'est pour ça que j'ai cherché de l'aide et que je t'ai trouvé. Et c'était vraiment voilà, Magali, comment je fais? Il faut que je rentre en France. Donc, on va y revenir juste après, mais en effet, la préparation du retour, en tout cas dans votre cas, elle a quand même été assez rapide. Donc, tu nous expliqueras un petit peu comment tu as mis en place tout ça. Mais je voulais revenir à ce que tu as partagé, et c'est super intéressant dans le sens où, en fait, il y a plein de gens qui sont expatriés et qui disent, moi, c'est mort, je rentrerai jamais, c'est hors de question. Et moi, je suis un peu toujours là pour un peu temporiser le discours de je rentrerai jamais. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je dis des fois, c'est en fait, des fois, il y a des situations qui sont indépendantes de notre volonté, qui se passent et en fait, qui déclenchent un retour. Donc, ça peut être, comme vous, par exemple, une situation, la situation de votre pays, la sécurité, la situation économique et politique. Ça peut être nos parents, pardon, qui sont restés en France. Ça peut être une maladie, ça peut être, enfin voilà, il y a X critères qui pourrait nous faire rentrer. Et en fait, je pense que c'est intéressant de le mentionner parce que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont très catégoriques qui vont nous écouter et qui vont peut-être se dire ah oui, en effet, peut-être que faudra s'y préparer aussi. Et c'est pas insurmontable aussi parce que vous, dans votre cas, ça a été quand même assez rapide et ça s'est bien passé. Donc merci d'avoir mentionné ça parce que je trouve que c'est quand même important. Ton conjoint est mexicain. Il était non francophone à la base. Comment vous avez mis en place, lui, son apprentissage du français? Parce qu'en plus, le retour en France, il a été quand même assez rapide, on y reviendra. Mais est-ce que lui, il prenait des cours de français avant d'avoir cette envie de rentrer? Enfin, comment ça s'est mis en place? Alors, il avait pris des cours de français, depuis le début qu'on était ensemble. Au début, il avait pris beaucoup de cours de français. Il avait un peu arrêté. Et puis, c'est vrai qu'avec les enfants, comme moi, je parle tout en français, finalement, il écoutait quand même pas mal le français à la maison. Mais on n'a pas plus préparé que ça. Et c'est vrai que finalement, et tu le dis d'ailleurs dans plusieurs de tes posts, qu'il faut vraiment préparer ça et pas le prendre comme un acquis parce qu'une fois sur place, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. En fait, voilà, même mon mari me dit, je parle moins français ici qu'au Mexique, limite, parce que finalement, il est à la maison toute la journée. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment des choses à préparer. Que je pense que oui, on aurait dû peut-être préparer, voilà, des cours intensifs ou des choses comme ça. Et non, on n'a pas vraiment préparé cette partie en pensant
aussi qu'il avait les bases suffisantes pour pouvoir arriver en France. Il est bilingue anglais, donc on se disait avec l'anglais, ça sera suffisant. Et en fait, on se rend compte que non, pour la recherche de travail, il faut bien du français. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un point important d'apprentissage qu'on a eu. Donc, je vais faire une petite parenthèse et je vais rementionner les points importants. Si vous rentrez en France avec un partenaire qui est étranger et non francophone, c'est un point qu'il faut creuser, approfondir dès que vous prenez cette décision de rentrer. Les cours de français sont importants. Duolingo ne suffit pas. Il faut aller à l'Alliance française, il faut prendre des cours de français particuliers, il faut aller à l'Institut français ou d'autres solutions, mais sensibilisez-vous au français le plus tôt possible pour en fait emmagasiner tellement d'informations en français que vous allez pouvoir être à l'aise en fait de faire une recherche d'emploi en français, parce que c'est ce que je dis souvent. Moi, je veux bien accompagner sur créer un CV, une lettre de motivation en français, il n'y aura pas de problème, mais c'est vous, c'est le candidat qui va devoir s'exprimer en français en entretien. Donc, à un moment donné, ce français, il est indispensable. Et ensuite, ce que je voudrais mentionner aussi, c'est que même si on rentre à Paris, on se dit, oh, c'est bon, on parle anglais, etc. Si j'ai l'anglais, c'est suffisant. En effet, et en plus, et c'est encore plus vrai quand on vise des postes à responsabilité, ce qui est souvent le cas quand même dans la communauté, c'est que même si on n'est pas à Paris et qu'on parle l'anglais et une autre langue peut-être, on se dit bon bah c'est bon, ça va être suffisant, mais non en fait. Pour un poste à responsabilité, que ce soit pour s'intégrer dans l'entreprise, que ce soit pour prendre ses fonctions, que ce soit peut-être pour ce processus de recrutement, le français est indispensable et ça c'est quand même important de le savoir. Et après ce que je dis souvent aussi quand on est parent, c'est important aussi, imaginez je me retrouve avec mon enfant comme ça là en France et j'ai un problème et j'ai besoin d'aller aux urgences. Bah, si on n'est pas en capacité de communiquer en français, comment on fait? Donc c'est des points qui peuvent paraître être des détails, mais qui sont pour moi vraiment importants. Donc j'imagine que quand vous êtes arrivé, ton conjoint a pris les cours de français de l'OFI à l'arrivée. Il avait quand même un niveau, enfin pas avancé, mais du coup il fallait qu'il fasse, parce qu'on a fait aussi la demande de nationalité entre temps. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse aussi. On savait pas, mais on aurait pu demander la nationalité française après 4 ans de mariage. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, pour demander la nationalité française, il fallait avoir vécu en France, et en fait, pas du tout. Après 4 ans de mariage, on peut demander la nationalité française. Nous, on l'a découvert l'année dernière en faisant tous les papiers. Donc là, on fait aussi la demande de nationalité en parallèle du visa. Et pour la demande de nationalité, il demande un niveau de français B1 du coup. Donc il avait fait l'examen de français, il a bien le B1, donc il a quand même les bases de français. Et après, il a pris des cours intensifs plus avec une prof particulière. Et après, sur d'autres apps digitales, genre Coursera, je ne sais pas si c'est français ou pas, où il y a plein de cours super avancés en fait qui marchent très très bien. Ok, ben, en tout cas, merci pour ces ressources. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est de nouveau, en fait, inclure vraiment le français au sein de la famille, surtout quand on a des enfants, parce que ça reste du vocabulaire du quotidien. Mais une fois qu'on a maîtrisé tout ce vocabulaire plutôt du quotidien, on va pouvoir rajouter du vocabulaire plus technique, plus professionnel par rapport au secteur d'activité qu'on va être amené à utiliser au travail. Donc ça se fera en plus. Mais si on peut déjà avoir un niveau de conversation basique via ce qu'on met en place à la maison, les conversations du quotidien, ça peut quand même aider. Donc merci pour ces précisions et puis merci pour l'histoire de la demande de nationalité, parce que ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Pour revenir à ce projet de retour, donc on est à l'été 2023. Dis-nous un petit peu dans les deadlines comment ça s'organise, parce que du coup, comme je l'ai mentionné, ça se fait très rapidement. Je te laisse nous dire un petit peu en termes de deadline comment ça se passe. Donc du coup, on décide de partir. On se dit bon faut qu'on se mette une date. Faut qu'on se mette une date parce que c'est comme ça qu'après tout va découler en fait. Donc on se dit ce qui serait bien, ce serait peut-être de partir pour les vacances de Noël qui arrivent, donc les vacances de Noël 2023, ou attendre l'été prochain. Mais en fait, notre fils avait à ce moment-là 6 ans et en fait, on voulait pas attendre plus longtemps pour que lui ne lie pas plus d'amitié. Enfin voilà, que pour lui, on se disait plus il est jeune, plus ce sera facile en fait qu'il se réadapte. Et plus on attend, plus il va vraiment créer des amitiés et plus ce sera difficile. Donc on se dit voilà, dans le pire des cas, ce sera l'été prochain, mais si on peut viser Noël 2023, ce sera encore mieux. On se dit ok, donc la date elle est fixée, on essaie de viser ça. Par où on commence? Donc je me dis je pense qu'il faut que je trouve du travail. Donc on commence par moi puisqu'on sait que comme moi je suis française, ce sera sûrement plus facile. Si moi je trouve un travail, et on assure un des deux et puis on part
avec ça, et puis on voit. Je me dis ok, donc comment on fait? Parce que oui, faire des lettres de motivation même pas parce qu'au Mexique on en fait plus. Donc les lettres de motivation je sais même plus faire. Les CV, je savais faire les CV plus mode américain et puis faire de recherche d'emploi plus sur LinkedIn tout ça. Mais je me suis dit en France c'est quand même un autre système. Enfin, il fonctionne d'une autre manière. Les délais aussi sont très différents, ça je m'en suis rendu compte. Mais voilà, je sais pas trop par où commencer. Donc je me dis, mais il faut vraiment quelqu'un qui me remette parce que je suis plus du tout connectée avec la culture française. Je sais même pas en fait, il me semble qu'on en avait parlé, je savais même pas quel poste en fait je pouvais aspirer en France parce que comme je disais au Mexique, on me donne beaucoup de responsabilités très jeune parce qu'en étant un peu étranger avec des études supérieures, ça peut aller très vite. Et je me disais, je suis même pas sûre, un peu syndrome de l'imposteur aussi de valoir la même chose en France. En fait, je me disais, je suis même pas sûre de pouvoir avoir un poste de même responsabilité en France. Donc, j'avais besoin, voilà, vraiment d'aide pour comprendre où je me situais, quel type de poste j'allais pouvoir avoir à aspirer en France. Donc, c'est comme ça que j'ai cherché sur Instagram Retour en France, je crois. Et puis là, il y a ton compte qui est apparu comme par magie. Je t'ai contacté et tout de suite, je me suis sentie à l'aise avec toi. Tout ce que je racontais, je voyais que toi, tu savais de quoi je parlais. Et ça faisait vraiment du bien, en fait, de sentir que j'étais comprise et que tu allais pouvoir m'aider. Donc du coup, on a commencé la préparation ensemble du CV, de la recherche d'emploi, comment est-ce qu'il fallait rechercher tout ça. Donc ça m'a donné beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance aussi de voir ouais, c'est possible en fait. Enfin vraiment voilà, tu m'as donné vraiment tous les outils pour pouvoir le faire, ça m'a donné énormément de confiance et c'est vrai que je crois que j'avais envoyé un CV et 2 jours après, j'avais déjà eu une première réponse. J'avais écrit le matin en me réveillant, qu'est-ce qu'il faut que je dise, je sais pas quoi répondre. J'étais trop en stress parce que elle m'avait laissé un message sur la boîte vocale. Oui, on a reçu votre CV, on est très intéressés, mais j'étais en stress. Déjà, ça me paraissait incroyable d'avoir une réponse si rapidement que ça marche et puis ça commençait en fait à devenir réel aussi. C'était, voilà, on a une première réponse quoi. Du coup, après celui-ci, ça a pas marché parce que niveau salaire, ça s'alignait pas. Mais voilà, et en fait, ça s'est enchaîné assez rapidement parce qu'il y a eu un moment où je préparais des candidatures, il y avait pas trop de réponses. Et puis après, j'ai vu un poste en fait dans une entreprise pour laquelle j'avais déjà travaillé au Mexique qui m'intéressait beaucoup. Et c'est là où j'ai fait ma candidature, où j'ai pas eu de réponse. Donc voilà. Donc là, il y a eu un petit moment de 2-3 semaines où ça ralentit un petit peu. C'est bon, on n'a pas réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon mari cherchait aussi en parallèle. Il avait eu un entretien lui d'ailleurs. On s'est dit bon c'est toi finalement qui trouvera en premier. Finalement, ça n'avait pas marché non plus. Et puis après, comme par magie, en fait, un dimanche, je reçois une réponse pour cette candidature-là en me disant oui, on est très intéressés. On voudrait vous voir en entretien dans la semaine. Donc j'ai fait mon entretien. Ça s'est très bien passé aussi. Et en fait, au bout d'une semaine, j'avais reçu l'offre d'emploi. Ah oui, un truc important à mentionner aussi. Donc c'était la région aussi. Où est-ce qu'on va s'installer en France. Ça, j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est important de le mentionner. À la base, moi, je suis de Clermont-Ferrand. Pas forcément envie de rentrer sur Clermont-Ferrand. Puis niveau professionnel, je pense que ça aurait été assez limité pour trouver quelque chose. Mais on se disait, on revient du Mexique, on veut quand même quelque chose qui soit assez sympa niveau climat, que ça nous dépayse pas trop, même si bon, ça, le dépaysement allait quand même être important. On se disait, on va peut-être plus chercher dans le sud, ou peut-être Bordeaux, peut-être Lyon, puis une ville quand même assez dynamique. Voilà, on n'était vraiment pas fixé. Enfin voilà, on était assez ouvert sur ça. Mais on s'est dit Paris non, parce que Paris, franchement, c'est la capitale. On a déjà vécu 10 ans à Mexico, on sait ce que c'est. Vraiment pas envie de revivre la vie de capitale, quoi. Donc du coup, on cherche dans le sud, on cherche à Lyon. J'avais eu une réponse dans le sud, j'avais une réponse à Lyon. Mais là, l'offre que je reçois, justement, et c'était, bon, en fait, peut-être que ça pourrait être Paris, seulement si c'est cette entreprise-là. Et forcément, c'est cette entreprise-là qui m'a répondu. Du coup, c'est bon, du coup, ce sera peut-être Paris. Donc là, on se dit avec mon conjoint, ouais, à ce moment-là, c'est Paris, mais peut-être région parisienne. On n'est pas obligé non plus de vivre dans la capitale. Donc, on a commencé un petit peu à se renseigner autour de nous. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Sachant qu'on revient du Mexique, on avait, là, les 2 dernières années, on n'habitait plus à Mexico, on habitait au sud de Mexico à 2 heures dans une maison avec jardin, piscine, 4 chambres, tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que vous nous conseillez si on doit rentrer en région parisienne, sachant qu'on était habitué à vivre en maison, jardin, voilà, pour que ce soit pas trop un gros choc en arrivant. On nous dit, ce sera forcément un choc, faut pas, voilà, faut pas se leurrer. Mais si vous allez plus peut-être vers la Marne, plus dans l'Est, il y a des coins sympas, plus familiaux et tout ça. On se dit, ok. Donc, on commence un petit peu à chercher. Donc, entre-temps, l'offre se confirme. Donc, on dit, ok, l'offre, elle est confirmée, ce sera Paris. Donc, voilà. L'entreprise, elle se situe ici. Il faut qu'on cherche un endroit pour vivre qui soit pas trop loin, sachant que mon conjoint après aller aussi chercher du travail, la probabilité que ce soit dans Paris,
elle est assez élevée, donc il faut que ce soit un endroit qui soit accessible pour moi pour aller au travail, plus pour lui après pour être assez proche de Paris. Donc on a cherché. Et en fait, sur Google, quoi, on a choisi notre lieu de vie sur Google avec toutes les recommandations en ligne, les scores de sécurité, éducation, culture, vie familiale, tout ça. On a fait tous les scores de toute la région parisienne pour pouvoir choisir. Et finalement, franchement, on est très contents. Ça aurait pu être assez dangereux en fait comme décision, et arriver et vraiment être déçu et vraiment être pas bien. Mais en fait, on est trop contents d'où on est arrivé. On est dans le Val-de-Marne. Franchement, on se sent très bien. C'est vraiment une petite. On a l'impression de vivre dans un village en fait, mais on est à 20 minutes de Paris en RER, et on a cette petite ambiance familiale où on connaît tout le monde, les voisins, on va à l'école. C'est vraiment ça. On est très contents. Super. Du coup, on passe d'une vie un peu, comme tu disais, grande maison, piscine, plutôt catégorie socio-professionnelle assez élevée au Mexique, à une vie d'appartement, à une vie parisienne. Comment on vit ce changement? En fait, assez facilement. J'ai envie de dire que ça s'est fait assez naturellement. Après, on a déjà habité en appartement. Enfin, avant d'être en maison, on habitait en appartement à Mexico. Donc, c'était un petit peu revenir, en fait, comment on habitait avant à Mexico. Mais avec la différence, en fait, que, en France, on peut vivre en extérieur facilement. On peut aller se promener, on peut aller dans les parcs, on peut aller... Voilà, il y a énormément de choses en extérieur qu'on n'avait pas au Mexique. Parce que, au Mexique, on sortait presque plus. Finalement, on était, souvent dans la maison, on allait chez des amis, les amis venaient chez nous. On allait un petit peu au centre commercial, mais c'est tout. Les parcs, on faisait plus trop parce que moi, j'étais plus trop à l'aise. Marcher dans la rue avec mes enfants, je voulais pas qu'ils me lâchent la main. C'était hors de question qu'ils partent même 30 centimètres devant moi. Et en France, du coup, on redécouvre un peu cette liberté, en fait, de pouvoir marcher dans la rue, d'avoir mes enfants qui courent, qui font de la trottinette devant moi. Et j'ai pas besoin de crier, ou je suis pas en stress, en fait, de qui va arriver d'un côté, s'il y a une moto qui arrive derrière, qu'est-ce qu'elle va faire. Enfin voilà, je pense que la transition est assez naturelle, puisque l'espace intérieur, oui, il est un peu plus serré qu'avant, on va dire, mais on redécouvre cette liberté en extérieur qu'on avait perdue, et ça fait beaucoup de bien aussi. Donc je pense que c'est là qu'on a retrouvé un peu cet équilibre aussi. Et finalement, voilà, les week-ends, on peut sortir. Là, cet été, on pouvait faire plein de pique-niques. Voilà, je pense qu'on redécouvre un peu le fait de faire des choses en dehors aussi. Et puis le fait d'être en région parisienne, c'est ce qui est chouette aussi. On est proche de Paris, donc tous les musées, plein de sorties, il y a énormément de choses à faire, donc c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Et c'est pour ça que je pense que ça a beaucoup aidé. Et finalement, on est très content d'être en région parisienne justement pour ça, parce que sinon je pense qu'on se serait limite ennuyé en fait de rien avoir à faire les week-ends ou quoi. Ouais, je pense que ça s'est fait très naturellement en fait grâce à ça, grâce à pouvoir revivre un peu dehors. C'est intéressant aussi pour revenir au sujet d'avant, comment on a réussi à s'ajuster par rapport à un projet initial qui n'est pas forcément de venir à Paris, où on est plutôt à essayer de retrouver le sud, à essayer de retrouver des conditions peut-être climatiques qui se rapprocheraient de ce qu'on a connu au Mexique. Et finalement, en avançant dans les recherches, notamment dans la recherche d'emploi, on arrive à ajuster le projet de retour. Et puis, en fait, ce projet de retour est complètement chamboulé par une prise de poste qui va se passer à Paris. Et du coup, on change les plans, quoi. C'est ça. Et puis, en plus, et je pense que c'est un peu aussi notre mentalité dans la famille et dans notre couple, c'est de pas trop avoir d'attente, en fait. Et c'est vraiment que, voilà, forcément, si tu dis, alors non, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et de toute façon, ça va se passer comme ça, forcément, tu vas être déçu au bout d'un moment parce que tout va pas se passer comme tu l'attendais. Et nous, on vit plus, au jour le jour, on verra comment ça se passe, on fait de notre mieux et on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Et finalement, sans avoir d'attente, t'es aussi content avec ce qui arrive, quoi. Félicitations pour tout ça et félicitations aussi pour le travail, pour revenir un petit peu à ce que tu disais. Donc finalement, en effet, vous prenez la décision en été 2023 de rentrer. Toi, tu me sollicites au cours du mois d'août, il me semble. Tu lances ta recherche d'emploi quand même assez rapidement et finalement, vous rentrez en France. À la Toussaint. Voilà, donc notre objectif était au départ, comme je disais, les vacances de Noël. Et en fait, en entretien, donc ça c'est un truc aussi qu'on avait discuté. Tu me disais non, mais il faut que tu discutes, toi aussi, me poses tes règles. Tu peux leur dire d'attendre. Les entreprises françaises sont habituées à attendre 2-3 mois avant une prise de poste, puisqu'en général, voilà, il faut donner des préavis, tout ça. Moi, je viens du Mexique où en général, tu peux être viré le même jour, tu peux être embauché en 2 jours, où du coup, il n'y a pas du tout ces délais de préavis et tout ça. Et donc, en entretien, je stresse un peu et puis on me dit, quand est-ce que vous êtes disponible? Et moi, je dis, le 10 novembre, peut-être quelque chose. Ça s'est sorti comme ça. C'était pas le 10 janvier, non, c'était le 10 novembre. Et là, je me dis, qu'est-ce que je viens de dire?
Et en fait, ah d'accord, bah c'est parfait, 10 novembre, voilà. Donc du coup, bah c'est cette date-là qui est restée. Donc bah c'est bon, bah en fait on part à la Toussaint, quoi. Et tout s'est accéléré. Mais en fait, je pense que c'est limite mieux parce que comme ça, bah, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Tout s'est lancé. C'était bon, ben c'est parti, c'est la Toussaint. On a une deadline bien calée. Maintenant, il faut tout bouger, quoi. Donc bah là, c'est pour ça que là, c'est un rush parce que oui, je pense que j'ai eu la réponse en plus peut-être mi-septembre. Donc on a eu de la prise de décision jusqu'à ce qu'on déménage. On a mis 2 mois et demi, mais vraiment en fait, à partir du moment où j'ai la confirmation de poste, il y a eu peut-être 1 mois et demi jusqu'à ce qu'on déménage, qu'on prenne l'avion, quoi. Du coup, c'est là où ça a été la partie la plus intense. Et en fait, je pense on réfléchissait même plus. Enfin, on est parti en mode automatique. Qu'on avait un appartement, on avait une maison, on a vendu l'appartement, il fallait louer la maison, il fallait vendre toutes nos affaires parce que on s'était dit en plus on veut pas faire un gros déménagement parce que forcément on vient d'une maison, on va en appartement, on pourra jamais tout stocker. On n'a pas envie d'attendre un conteneur, pardon, puis ça coûtait cher à ce moment-là pour nous. On a dit autant tout vendre et arriver en meublé au début à Paris et puis après on verra. Donc du coup, bon, on a réussi à louer notre maison meublée, comme ça on n'a pas eu à vendre les meubles, mais c'est tout ce qu'on accumule hein, en plein d'années, tous les jouets des enfants, tous les vêtements, il y a plein de choses. Donc, on a donné beaucoup aussi. Ce qui est bien, merci, c'est que tu peux beaucoup donner, ça aide beaucoup. On a la chance d'avoir une tante de mon mari qui habitait vers chez nous, donc on a pu encore sauver pas mal de cartons. La pauvre, on lui a laissé encore une petite cave bien remplie avec des affaires à nous. Et on est parti juste avec 8 valises, quoi. Donc, on a vraiment fait 2 valises chacun, c'était la limite. Donc ça, c'était un peu difficile, voir en fait. Ça, c'était un moment où j'ai un peu eu un petit coup de blues pendant la préparation. C'était, je faisais les cartons, je faisais les valises. Je me souviens d'une story que j'ai fait et je me disais, voilà, comment remettre 13 ans de ma vie qui tiennent en 2 valises, quoi. Parce que c'était vraiment reboucler le tout et puis rentrer, quoi, maintenant avec mon mari, mes 2 enfants et puis mes 2 valises. Retour, pas un retour à la case départ parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées, mais voilà, enfin, un retour en France, ouais, ça faisait bizarre. C'était un peu clôturer ce chapitre au Mexique, en fait, voilà, avec mes 2 petites valises. Donc ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, après, c'était passé. Il y avait tellement de choses à penser que bon, on n'avait pas trop le temps d'être triste trop longtemps. C'était vraiment des semaines très, très intenses. Moi, je travaillais aussi là-bas, donc il a fallu que je termine aussi mon contrat là-bas. Je suis arrivée aussi pour pas perdre trop de semaines de salaire. J'avais rendu mon ordinateur, mais je travaillais encore en télétravail. En fait, même en arrivant en France, j'ai travaillé encore une semaine en télétravail pour après avoir juste 2 semaines en fait sans salaire et après reprendre mon nouveau poste en France. J'avais réussi à négocier ça. Donc il a fallu fermer moi mon contrat de travail là-bas, sortir les enfants des écoles, obtenir les cartes de radiation, je crois que ça s'appelle, de l'école pour mon fils pour pouvoir après l'inscrire en école française. Et oui, un truc super important aussi, et c'est pour ça qu'il fallait qu'on trouve aussi, enfin, c'est peut-être après, remarque, mais la partie logement, tu sais, donc on cherchait à Paris, on cherchait aussi intensément sur Internet où vivre et tout ça, parce qu'en fait, il nous fallait en arrivant une école pour notre fils. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait ce stress, nous, de OK, j'ai le poste, maintenant où est-ce qu'on va vivre? Et c'était important de trouver vraiment la ville dès le départ pour pouvoir avoir l'école et pas avoir à changer de notre fils 2 mois après. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait beaucoup, beaucoup ce stress-là et on a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus pour vraiment, voilà, avoir cette partie-là qui soit calée et être sûr qu'on n'allait pas déménager 2 mois après parce que la ville nous plaisait pas et qu'on allait redevoir changer notre fils d'école. Ça, c'était assez important pour nous aussi d'avoir cette stabilité-là pour lui. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur votre installation? Donc, sur votre installation en France et à Paris pour toute la famille? Donc on arrive, on a trouvé un meublé, donc c'était assez compliqué. On a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir mes parents qui nous ont aidés parce que sinon ça aurait été assez compliqué parce que du coup moi j'avais pas, on n'avait aucun salaire en France, on n'avait aucun document en France en final, donc on pouvait pas justifier de ressources ici. Donc via les agences c'était juste impossible, il fallait forcément passer par un particulier. Les parents ont passé beaucoup de temps ici en fait à venir faire des visites d'appart, à voir les propriétaires directement. Enfin, on faisait les visites en ligne avec eux, ils nous montraient tout ça. Et après, on a pu négocier avec un propriétaire que mes parents soient colocataires, en fait, pour pouvoir justifier toutes les ressources et tout ça. Donc, heureusement qu'on a eu mes parents parce que sinon, vraiment, je pense que ça aurait été très, très compliqué de trouver un logement. C'est comme ça qu'on a pu avoir l'appartement en meublé. Du coup, donc, on arrivait avec les meubles, comme ça, moi, on était sûr de pas se poser de questions. On arrivait avec nos valises, mais au moins, voilà, on arrivait dans notre nouveau chez nous. Et on n'allait pas aller chercher direct un matelas, un canapé, tout ça. Donc voilà, donc on arrivait dans un meublé. Donc bon, le départ de là-bas, ça a été assez
assez dur quand même, dire au revoir à tout le monde parce que pour moi c'était chez moi finalement, enfin c'était ma famille, c'était mes amis, c'était tout, donc dire au revoir assez difficile, mais en même temps beaucoup d'émotions de l'aventure, de ce qui va se passer après. Pour mes enfants c'était aussi l'aventure, ils comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils étaient assez contents. Pour mon mari, je pense que c'était un peu partagé. Dans l'avion, je me souviens quand on a décollé, c'était un peu plus difficile, c'était vraiment le moment de c'est parti quoi. Et puis après, en arrivant, c'était voilà, découvrir notre nouvelle vie, notre nouveau chez nous, l'appartement, la ville, l'école. Je pense qu'on était un peu dans une bulle en fait où on se rendait pas compte de ce qu'on était en train de faire. Tu sais, j'ai l'impression quand je repense à ce moment-là, j'avais pas trop les pieds sur terre, enfin qu'on était un peu en train de rêver en réalité quoi. Enfin, c'était un peu bizarre. Est-ce que tu te souviens de comment tu te sens toi et peut-être comment la famille se sent? Je pense qu'en fait, j'ai eu beaucoup de stress. Je suis arrivée, en fait, et 2 jours après, j'avais le dos bloqué, j'ai pas pu bouger pendant 2 jours. Je pense que j'ai fait aussi un petit retour, enfin, le corps qui a dit, c'est bon, là, tu peux te poser un petit peu parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de stress accumulé sur les derniers jours en faisant les cartons, de bouger et tout. Et ouais, j'étais bloquée pendant 2 jours, je pouvais pas bouger. Je pense que, enfin, le corps aussi a ressenti quelque chose que moi, j'avais pas senti du tout. Et au départ, moi, je me sens un peu, tu sais, on arrive en mois de novembre, c'est un peu, c'est la grisaille, il fait froid. On n'est pas arrivé à la meilleure époque. Ouais, je sais pas comment on se sent. Moi, je me sens mitigée, on va dire. Moi, il y a des jours, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est un appartement, c'est tout petit, c'est même pas nos meubles. J'aime pas cette décoration, toute cette partie-là. J'avais pas encore commencé le travail, donc en plus, enfin, voilà, cette partie-là un peu entre deux. Mon mari, il était trop content. Je me souviens, enfin, il allait prendre ses petits cafés, il se promenait, mais regarde, ça c'est génial, regarde comme c'est propre et il y a même des sacs pour les crottes de chiens, ça on avait pas, c'est la mairie qui les met, mais t'imagines et tout, enfin, tu vois, tous ces petits détails, tu sais que, tu sais, tu peux marcher dans la rue, voilà, c'était pour lui et il découvrait, voilà, c'était un nouveau monde, quoi, c'était organisé, c'était propre et tout. Et les enfants, par contre, je pense que c'était un petit peu plus difficile parce que c'était plus stressant. Là, c'était OK, on est là et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'école, elle est où? L'école, comment ça va se passer? Et là, on fait la rentrée, du coup, après la Toussaint. Et là, c'est là que ça commence à être un petit peu plus compliqué, en fait, surtout pour le grand. Donc, le grand, il était au CP. Et là, il rentre à l'école et pendant les 2 mois qui suivent, tous les matins, il pleurait avant d'aller à l'école. C'était, je veux pas aller à l'école, je veux pas y aller, personne ne veut jouer avec moi. J'avais un copain, mais aujourd'hui, c'est plus mon copain. Il veut plus jouer avec moi parce qu'il joue avec un tel. Et là, en fait, on s'est rendu compte aussi d'une grosse différence culturelle où, au final, au Mexique, tous les enfants, ils jouent tous ensemble. C'est vraiment des grandes familles. Et ici, c'était beaucoup plus individualiste. Enfin, tu te rends compte, en fait, dès les enfants, t'as plus cette mentalité-là où c'est, lui, c'est mon meilleur copain, mais si toi, t'es pas copain avec lui, moi, je veux pas jouer avec toi. Enfin, c'était vraiment des relations plus individuelles. Et ça, c'était vraiment dur pour lui de comprendre qu'il pouvait pas s'intégrer, en fait, avec les autres, alors que, il venait d'arriver. Et puis, il parlait, mon fils, il parlait français, il était en école franco-mexicaine, mais sa langue première, enfin, il parlait en espagnol. Donc, il avait un accent quand il parlait, il comprenait pas tout à 100%. Puis, c'était pas les mêmes jeux non plus. Enfin, il arrivait dans la cour de récréation, il jouait pas aux mêmes choses. Donc, là, c'était les billes. Au Mexique, on n'avait pas de billes, il jouait au foot. Voilà, c'était vraiment des jeux différents et l'intégration pour lui, ça a été un petit peu plus long. Ça a été assez dur. Et il y pense souvent d'ailleurs. Enfin, il me dit, moi, je veux pas changer d'école. C'est même pas la peine parce qu'au Mexique, on avait déjà changé en fait une fois. Donc, il avait déjà eu ce changement-là. Donc, il dit là, ça fait 2 fois, c'est bon, je veux plus. Mais au bout de 2 mois, après, il y a un petit garçon qui commençait à jouer plus avec lui, à l'inviter. Après, il a commencé à être invité chez lui les week-ends. Après, il a commencé à être invité aux fêtes d'anniversaire. Et au bout de 2 mois et demi, c'était passé. Il était content d'aller à l'école. Même on voyait au niveau de comment il parlait, il avait perdu son accent mexicain. Et maintenant, enfin, 1 an après, maintenant il est copain avec tout le monde. Enfin, maintenant c'est une bande en plus. Et tu vois, mais je sais pas si c'est lui en plus avec son petit côté plus social, mais maintenant c'est des grands groupes de copains. Enfin, ils jouent tous ensemble et il est heureux. Il va à l'école en courant. Non, il est comme un poisson dans l'eau. Et puis, et le plus petit, du coup, lui, il s'en est moins rendu compte parce que il avait 2 ans quand on est parti. Lui, par contre, il est passé d'une crèche à une nounou parce qu'en arrivant en France, c'est un peu difficile de trouver une crèche et de la place comme ça en cours d'année. Donc, on a pris une assistante maternelle. Là, c'était un petit peu plus difficile pour lui parce que c'était vraiment, on va passer d'un environnement où il y avait beaucoup d'enfants, de l'attention pour lui et tout ça, à une nounou où il y avait juste une autre petite fille, une nounou avec un style un petit peu plus traditionnel, en plus, voilà, qu'il connaissait pas du tout, dans une maison qu'il connaissait pas. Donc là, la transition était un petit peu compliquée aussi pour lui. Mais maintenant, il est rentré en petite section là cette année au mois de septembre et là, il va à l'école tout content, il a plein de copains, pareil. Donc voilà, les enfants, c'est bon, ça a pris du temps. Je pense que même de nous quatre, voilà, au début, je pense que c'est Mathéo qui a maintenant 7 ans qui a plus
plus mal vécu, on va dire, l'arrivée. Je pense que ce serait ça. Comment ça se passe pour ton conjoint? Comment il se sent, lui, d'être en France? Finalement, la décision, elle vient de lui. 1 an après, je pense qu'il est toujours content d'être là. La partie la plus compliquée, c'est la recherche de travail, la recherche d'emploi. Comme on disait, il a toujours pas la nationalité française parce que c'est assez compliqué de faire toutes les démarches, d'avoir tous les papiers, à jour et cetera. Donc on est encore, là-dedans et je pense que n'étant pas français, c'est pas facile de trouver un emploi. Les recherches d'emploi sont assez compliquées et c'est plus cette partie-là, en fait, qui manque. Pour le moment, il s'occupe beaucoup des enfants, il est beaucoup à la maison, mais c'est cette partie professionnelle, je pense, qui lui manque beaucoup. Mais, je lui demandais justement il y a pas longtemps, comment tu te sens? Est-ce que tu préférerais pas qu'on rentre? Est-ce que t'as pas envie qu'on rentre? Parce que peut-être que ce serait plus facile, ce serait mieux. Il me dit, mais non, c'est pas du tout dans ce sens-là. On a pris cette décision-là pour la famille. Je suis convaincue et encore plus aujourd'hui que l'année dernière qu'on est beaucoup mieux ici que là-bas. Et du travail, je vais finir par en trouver. Donc voilà. Donc il est toujours optimiste, toujours aussi optimiste, mon optimisme mexicain, et toujours déterminé à ce qu'ici on aura une meilleure vie. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je vais le mentionner ici. Je pense que tu es une des rares personnes que j'ai accompagnées qui a toujours été vraiment très enthousiaste, vraiment très positive en fait dans tout ce processus de retour en France où je pense qu'à chaque fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit OK, c'est bon, ça va, OK, si, ou OK, ça et tout. Et en fait, vraiment, j'ai ressenti tout au long beaucoup de sérénité, tout au long de nos échanges, pendant qu'on a fait l'accompagnement et même dans l'après, puisqu'on a toujours gardé le contact après. Et est-ce que tu dirais que tu tiens ça clairement de ton expérience de vie au Mexique? Est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Donne-nous un peu peut-être les clés, parce que ça pourrait être utile pour d'autres personnes. Même si, peut-être que je vais compléter par ça, les phases négatives ou les phases qui sont un petit peu plus difficiles, elles sont aussi utiles. Elles sont aussi utiles Bien sûr. parce que des fois, il faut vivre des bas pour remonter, etc. Enfin, donc, les périodes difficiles ne sont pas négatives, elles sont forcément utiles, elles nous aident à nous remettre en question, à s'améliorer, etc. Mais c'est vrai que toi, quand même, particulièrement, tout au long de ce process, il y a quand même beaucoup de positifs, beaucoup de... Donc, ouais, donne-nous ta recette. Je pense que oui, ma personnalité est toujours quand même d'aller de l'avant, de toujours chercher les solutions plus que les problèmes. Mais je pense que c'est d'ailleurs quelque chose, j'ai énormément de gratitude envers mon expérience au Mexique pour ça et envers mon mari aussi, parce que c'est lui qui m'a beaucoup mentalisé à ça. C'est en fait de toujours être positif. Enfin, et je pense que voilà, mon expérience au Mexique, c'était vraiment de voir, j'ai vu des situations où les personnes ont vraiment rien en fait, enfin non pas là-bas il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'éducation publique qui soit d'un bon niveau, donc tu pars vraiment de rien et les gens sont quand même heureux, les gens essaient quand même de voir comment ils peuvent profiter de la vie malgré leur situation. Et ça en fait pour moi c'était moi, j'ai de la chance d'avoir quand même un travail, d'avoir une famille, d'avoir un appartement, d'avoir une maison. Voilà, moi, je peux pas me plaindre en fait. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Et en voyant tout ça, en fait, je me suis dit, en France, et c'est pour ça en fait que j'avais un petit peu au départ ce blocage par rapport à la France, parce que je me disais, en France, on a tout. L'école, elle est gratuite, mais elle est quand même d'un bon niveau. Il y a la sécurité sociale. Je sais que beaucoup la critiquent, mais on paye presque rien. Les impôts, oui, on paye des impôts, mais au Mexique, je paye exactement le même montant d'impôts. Mais en plus, je devais payer l'école et en plus, je devais payer ma mutuelle et en plus, je devais payer tous mes soins chez les médecins. Donc, au final, moi, ici, je suis contente de payer mes impôts. Et c'est pour ça, en fait, qu'en rentrant en France, je me dis, par contre, il y a un truc que je veux garder et je veux me promettre à moi-même, c'est de ne pas me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre. Et là, encore moins maintenant en étant en France, en fait, parce qu'on a énormément de chance. Il faut toujours chercher, voilà, comment tu vas faire pour aller de l'avant. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes à l'étranger, c'est que vous n'êtes pas dans une si mauvaise situation. Voilà, il faut toujours chercher le positif. Oui, les épreuves, elles existent, mais elles se surmontent et elles aident justement à arriver là où on veut arriver. Donc pour moi, il n'y a pas, il y a pas de fatalité. Il faut juste voir de l'avant, aller avoir un objectif et tout faire pour l'atteindre. C'est tout. Est-ce que tu penses que vous êtes tous les quatre comme ça? Ouais, je pense que oui. Ça me fait penser que vous êtes aussi rentré avec Sophie, le chien trop... Oui, oui, notre Sophie. Et comment va Sophie alors? Parce qu'elle a fait un grand voyage quand même. Bah oui, Sophie, elle va bien. Sophie, c'était notre première fille. On l'a eue quand on s'est mariés, on l'a eue en 2014 et elle va bien. Donc pour nous, c'était impossible de la laisser au Mexique. Forcément, tout le monde disait, ah, mais qu'est-ce que vous allez faire de Sophie? Vous la laissez là? Bah non, 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 elle vient avec nous, Sophie. Tout s'est très bien passé d'ailleurs pour tous les papiers. Tout le monde nous disait, mais ça va être super compliqué. Il y a plein de papiers à faire, plein de trucs. Vraiment, on a trouvé un vétérinaire qui était très habitué à toutes ces démarches, donc il nous a vraiment bien aidés.
On a fait tous les papiers en 2 jours, c'était nickel. Elle a voyagé, le voyage était un petit peu long, donc on lui a donné un petit cachet pour qu'elle soit tranquille dans l'avion. Et puis elle est arrivée, elle a mis 2 jours à s'en remettre, et puis elle, ça va. Donc maintenant, elle est un petit peu vieille, elle a 12 ans, donc elle a plus besoin non plus d'être en train de courir dehors tout le temps comme avant. Donc on la sort un petit peu dehors, dans la rue, dans le parc, et ça suffit. Et puis elle est bien en appart aussi, mais elle va bien. Elle vit bien sa petite vie de parisienne. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Donc, ça fait un an, un petit peu plus d'un an que vous êtes rentrée. Mm. Ouais. Comment toi tu te sens et comment au sein de la famille ça se passe et comment vous vous sentez un an après? Bon, on est content. On a pu rentrer au Mexique cet été. On y retourne là pour les fêtes. Donc, bah, pour nous, forcément, bah, notre famille, elle est là-bas, hein. La famille de mon mari est toujours là-bas. Pour moi, c'est ma famille aussi, nos amis. Donc voilà, on veut essayer de vraiment garder cette connexion, d'y aller au moins une fois par an, 2 fois si possible. C'est vraiment important pour nous. Mais on se sent bien, on se sent, voilà, je pense que comme mon mari aura trouvé du travail, ce sera vraiment, voilà, l'extasie, là. On sera au complet, on va dire. Là, c'est vraiment ce qui nous manque, en fait, pour nous sentir bien. Mais moi, au travail, tout se passe vraiment bien. L'intégration était très bien. Je n'en ai pas parlé non plus, mais franchement, j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe très bienveillante, très ouverte, très compréhensive. C'était aussi un petit peu ce que je redoutais, d'avoir l'ambiance de l'équipe, tout ça. Non, ça s'est très très bien passé. Du coup, ça aide beaucoup aussi, forcément. Mais les enfants sont heureux, ils ont plein de copains. On commence aussi, nous, à avoir un peu une vie sociale qui reprend. Ça prend du temps. On commence à avoir des amis, les parents des enfants, avec l'école. L'école, ça aide beaucoup, toutes les activités en dehors. On commence à inviter des personnes à la maison. On a déménagé entre-temps. On a pris un appartement non meublé. Cet été, au mois d'août, on a changé d'appart juste à côté de là où on était. On a pris un non meublé et on se sent aussi un peu plus chez nous. Finalement, on a pu reconstruire avec nos propres meubles, notre propre déco. Donc là, on se sent aussi plus à l'aise pour inviter des gens, pour recevoir et voilà, refaire un petit peu notre vie. Donc voilà, maintenant après, ça paraît long, un an sans avoir eu de vie sociale. Bon, c'est pas qu'on n'en a pas eu parce qu'on avait quand même, on a vu nos familles, tout ça. Mais voilà, on se reconstruit petit à petit. Après, toi, t'en avais une par le biais du travail, ce qui est bien. Mais Oui. après, c'est sûr qu'on ne peut pas traiter tous les sujets en même temps. Donc, à un moment donné, si on va déjà au travail, si on gère son arrivée, peut-être les problématiques par rapport aux enfants à l'arrivée, où ça a pris du temps aussi pour s'ajuster. Mm. Donc voilà, faut accepter, ça prend du temps. Mais au final, même une petite année après, vous avez quand même là, depuis quelques mois, commencé à recréer votre cercle social autour de vous et c'est plutôt chouette. Vous êtes installé en France aujourd'hui, mais vous allez quand même régulièrement au Mexique et la Ouais. porte elle reste ouverte. Est-ce qu'on pourrait dire que vous essayez de vivre entre les deux ou comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Vivre entre les 2, peut-être pas parce que quand même on travaille ici, enfin mon mari va travailler ici, on essaie vraiment justement mon mari aurait pu continuer de travailler là-bas, mais on préfère vraiment, voilà, avoir toute cette partie-là ici, être, économiquement, financièrement indépendant en France. Mais, on a quand même, notre famille là-bas, on a encore une maison là-bas qu'on loue. Du coup, c'est aussi, je pense, c'est un petit peu notre attache et de se dire: «S'il y a quoi que ce soit, on peut rentrer, on a encore la maison», tu vois? Donc c'est vraiment il y a cette porte ouverte en fait qui est toujours là. Mais je pense que non, on habite en France et on a la chance d'avoir des vacances en plus, parce qu'au Mexique, on n'avait pas besoin de vacances. On a la chance d'avoir des vacances et de pouvoir rentrer pendant les vacances et de profiter de la famille là-bas 2 fois par an. Parce que quand on habitait au Mexique, on avait presque pas de vacances. Donc moi, je rentrais pendant l'été, mais je prenais 5 jours de vacances et après, je faisais une semaine de télétravail et puis après, je rentrais. Donc là, on peut y aller 2 semaines pendant l'été sans l'ordinateur et vraiment profiter, être là-bas. On peut y aller 2 semaines à Noël et vraiment profiter, pas être en train de travailler. Et je pense qu'on est en du temps de qualité vraiment là-bas en fait qu'on n'avait pas autant avant, qu'on n'avait pas dans notre sens. Je pense que ouais, on habite en France, mais on est quand même franco-mexicain et ça fera toujours partie de nous. Et ouais, faut qu'on reste connecté quoi. Donc tu as géré ton retour en France un petit peu finalement en solo entre guillemets parce que c'était toi la personne française et Ouais. conjoint, peut-être gérer moins, de par la langue et de par le fait que ce soit pas son pays. Donc tu as géré ton retour en France en 2 mois et demi. Tu avais rejoint le kit du retour en France, pour t'aider dans la préparation. En quoi ce kit, il t'a aidé peut-être à passer à l'action avant et puis dans ton installation après? Alors avant, en fait, ça nous a beaucoup aidé justement, déjà à prendre la décision aussi, à être sûr qu'on prenait la bonne décision. Je me souviens que j'avais imprimé les feuilles et puis on pesait le pour et le contre. Tu sais, il y avait pas mal de questions, genre: «Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses?» Donc je me souviens que j'avais imprimé, puis on se faisait des soirées, on commandait des sushis, puis on discutait avec mon mari: «Alors là, qu'est-ce qu'on mettrait? Là, qu'est-ce qu'on mettrait? Mais là, qu'est-ce qui se passe?» Enfin voilà, vraiment imaginer toutes les situations et puis, voilà, donc ça nous aidait vraiment à voir, tout ce qu'il fallait
prendre en compte en fait pour le retour en France, voir tout ce que ça a impliqué, en être conscient parce que des fois au final tu dis ah bon on rentre en France c'est bon mais en fait il y a plein de choses dont t'as pas forcément conscience ou que tu te souviens plus. Donc ça nous a énormément aidé justement à voilà, à nous ouvrir les yeux et à savoir à quoi nous attendre en rentrant. Et pour l'après, c'était plus pour toute la partie plus des démarches, sécurité sociale, tout ça, de voilà, de savoir ce qu'il faut faire aussi, parce que voilà, moi j'avais plus du tout en tête, enfin carte vitale, tout ça pour moi c'était, je savais même plus ce que c'était. Donc voilà, toute cette partie-là, c'était plus pour l'après. Je pense que ça nous a beaucoup plus servi avant qu'après, mais pour l'après, c'était plus voilà pour la démarche sur place. Quelle serait la leçon ou la prise de conscience que tu as apprise liée à ce process de retour en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Je dirais que c'est, il y a plusieurs choses. C'est ben, garder ce que j'ai appris au Mexique, en fait. C'est vraiment cet optimisme parce que bah, à peine on rentre en France et c'est vrai que tout de suite tu sens quand même, je sais pas, plus de... Ouais, les gens sont quand même plus à se plaindre ou tout de suite... Et tu sais, ils le font même pas exprès, tu vois, mais quand tu discutes, c'est tout de suite les formes sont plus négatives, les formes sont plus... Ah bah de toute façon, t'as vu, machin. Enfin, voilà, tout de suite des expressions en fait qui font que c'est plus négatif. Et pour moi, c'est vraiment, enfin voilà, je veux pas de ça, je veux pas parler comme ça, je veux pas. C'est vraiment quelque chose que je veux garder. Donc c'est pour moi être consciente toujours de voilà de ce que j'ai appris au Mexique, de ce que je suis devenue au Mexique aussi comme personne, comme femme, de ce que mon mari m'a appris et de le garder et même si je peux d'essayer de le transmettre. Enfin voilà, pour moi c'est un peu est-ce que je peux essayer de transmettre? J'essaie avec ma famille des fois, mais arrête de te plaindre, mais commence pas par dire ça. Par exemple, mes parents sont partis en Thaïlande il y a pas longtemps et mon père est rentré. Je dis alors c'était bien. Oui, mais j'ai mais pourquoi tu me dis oui, mais dis-moi d'abord tout ce qui s'est bien passé. Ne mets pas le mais en deuxième mot. C'est voilà, il faut vraiment prendre conscience et voir déjà le positif. Et après peut-être que oui, on peut dire bon, j'aurais bien aimé que, mais c'est pas grave s'il n'y a pas eu cette partie. Donc voilà, c'est vraiment cette partie-là que je vais essayer de ouais, d'essayer de transmettre dans mon entourage et autant que je peux ce positivisme et cet optimisme pour voilà pour que les gens soient plus heureux parce que ouais je comprends pas pourquoi on a cette différence de mentalité et c'est tellement dommage au final. Peut-être pour récapituler, donc le retour il se fait en 2 mois et demi, 3 mois, c'était assez rapide. Vous étiez, toi tu étais au Mexique pendant longtemps. Vous rentrez donc pas forcément au meilleur moment de l'année, surtout que bah, vous étiez au soleil et vous rentrez à Paris un peu dans la grisaille quand il commence à faire froid au mois de Mhm. mai. Mais finalement quand même, tout a l'air de s'être bien mis en place. Ça prend du temps, il y a des ajustements, il y a des petites choses qui sont plus lentes, comme la recherche d'emploi de ton conjoint, par exemple, on l'a mentionné, mais le français et d'autres critères aussi font que ça peut être un peu plus long. Ton fils a finalement réussi à très bien s'intégrer, il a fallu du temps aussi, mais ça se met en place, donc c'est possible. Donc voilà, le témoignage de Chloé nous montre que c'est possible et que c'est possible aussi, même dans un délai qui est un peu restreint. Et on voit aussi quand même que même si le délai il est quand même assez restreint, la préparation elle est quand même importante dans l'avant et dans le passage à l'action après aussi, parce que forcément on va être beaucoup plus serein dans les démarches qu'on va mettre en place. Donc la préparation elle est indispensable. Pour conclure, si tu avais une chose à dire à ton moi, donc le moi Chloé, avant de prendre cette décision de rentrer et avant de le vivre, ce serait quoi tu aurais à dire à ton moi d'avant, d'il y a un peu plus? Je me dirais pose-toi pas trop de questions et fais-le, vis-le et de toute façon tu pourras toujours changer en fait la vie. Je trouve que la vie c'est ça en fait, t'avances et puis bah soit tu fais des erreurs, soit ça se passe bien et puis t'apprends sur le tas mais bah vis-le sinon tu sauras pas comment ça sera passé donc te pose pas trop de questions et puis fais comme tu peux. Ce serait ce que je me dirais. Un grand merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner ou peut-être que tu avais envie de dire à des personnes qui nous écoutent et qu'on n'a pas forcément encore mentionné? Je pense qu'on a beaucoup fait le tour. Juste te remercier beaucoup. J'en profite, mais vraiment pour te remercier parce que je pense que, enfin, tu nous as vraiment, vraiment beaucoup aidé dans cette préparation et justement à être aussi serein dès le début. Enfin, j'ai vraiment senti une confiance et une ouverture de ta part où je pouvais t'écrire par WhatsApp, te dire comment je me sentais, si j'avais reçu une réponse, ce qu'il fallait que moi je réponde. Voilà, ça m'a donné une confiance impressionnante et vraiment j'ai senti voilà qu'on pouvait le faire. Donc, tu as aussi beaucoup, beaucoup et énormément joué dans notre retour en France et oui, je t'en remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, en effet, hein, quand on prend la décision de rentrer, ça paraît être comme une montagne, mais on le voit avec tous ces témoignages, avec toutes les personnes que moi aussi j'accompagne et puis avec toutes les personnes qui le font, hein, que c'est possible. Donc, faites-vous confiance. Si jamais c'est un projet qui vous intéresse, faites-le et ne restez pas paralysé par la peur de passer à l'action parce que quand on est entre de bonnes mains, comme quand on a la bonne méthode,
ça fonctionne, ça a été ton cas. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, si jamais vous êtes dans un processus de retour, rejoignez le kit du retour en France. Ça va vous permettre, comme l'a fait Chloé, de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi en train de préparer leur retour en France. Donc, vous n'êtes plus seul. Ça, c'est quand même plutôt chouette. Et puis, vous pouvez rencontrer d'autres parents qui sont dans la même situation, qui font face aux mêmes questions, aux mêmes peurs, aux mêmes inquiétudes. Et puis après, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, écrivez-moi et puis on pourra avancer sur tout ça. C'est absolument passionnant pour moi de vous aider chacun à contribuer à vous permettre de prendre le poste idéal en France, tout en étant au Mexique, par exemple, pour Chloé, ou dans d'autres pays pour les autres personnes que j'accompagne. Mais en tout cas, c'est possible. Donc écrivez-moi, le premier rendez-vous est gratuit et puis vous avez toutes les ressources en fait qui sont partagées dans la description de ce podcast et puis la boîte à outils est aussi disponible sur le site internet si vous avez besoin de premiers conseils pour vos premières démarches. Voilà. Un grand merci à toi Chloé pour ton témoignage, pour ton... Bravo pour tout ce que vous avez réussi à mettre en place, toi en tant que personne, en tant que Chloé, et puis en tant que maman aussi pour ta famille, tout ce que tu as réussi à soutenir pour que ce projet se concrétise. Et puis, je te souhaite une bonne continuation pour la suite et pour ton conjoint aussi. Un grand merci. Merci Magali. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt.